Alhamdulillah, salam ala rasulullah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amis jeunes, chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision Bonferré, ravi de vous retrouver en cet après-midi dans le cadre de votre émission préférée Jeunesse Active, cette émission de l'association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe de presse radio et télévision Bonferré. Avec le même plaisir et le même dynamisme, aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons vous servir dans cette même dynamique-là. Chers téléspectateurs, amis jeunes, nous sommes bien le 3 août 2018. Cela fait exactement 58 ans que fut proclamée l'accession à l'indépendance de notre cher pays, le Niger, à l'instar de la plupart des pays africains. 3 août, date anniversaire de l'indépendance de notre pays, mais aussi date de la fête de l'arbre au Niger. 58 années d'indépendance, que peut-on en dire? Quel est l'apport de ces indépendances dans le développement social et économique du Niger? Quelle vision ou responsabilité, bref, quelle perception fait la jeunesse nigérienne de ces indépendances aujourd'hui, 58 ans après? Voilà ce qui constitue le menu de ce rendez-vous de votre émission Jeunesse Active. Pour en parler, je reçois, comme à l'accoutumée sur ce plateau, deux invités. J'ai le premier invité, Dr Hamadou Hassan, il est historien. Il est le chef département d'histoire à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Il est aussi le président de l'association des historiens du Niger. Docteur, salam alaikum et bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Deuxième invité, j'ai avec moi Anas Ajibrila, qui n'est peut-être pas présenté chez cet acteur. Il est ancien secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens. Anas, salam alaikum et bonsoir aussi. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors avec vous, nous allons passer en revue. Je l'ai dit, nous sommes le 3 août 2018 aujourd'hui. C'est la commémoration de la date anniversaire de la proclamation de l'indépendance de notre cher pays, le Niger. Nous allons permettre à nos téléspectateurs également, surtout en majorité des jeunes, d'avoir un goût, de redécouvrir cette histoire de notre nation commune qui est le Niger. Je commence avec Dr Hamadou. Est-ce qu'on peut un peu rappeler le contexte d'accession à cette indépendance du Niger pour rafraîchir la jeune génération qui a soif certainement de découvrir aussi cette histoire-là, docteur? Alors, je remercie d'abord le groupe de presse Bonferré pour m'avoir donné cette opportunité. Et je profite aussi de votre plateau pour présenter cette fête d'indépendance à tous les Nigériens et en particulier à la jeunesse du Niger. Alors pour contextualiser cette question d'indépendance qui est arrivée le 3 août 1960, je ne peux que l'inscrire évidemment dans la logique de l'ensemble des colonies d'Afrique noire, parce que cette indépendance est certes arrivée le 3 août 1960, mais il y a eu du chemin qui a été parcouru avant qu'on arrive à cette date butoir. Et je vais prendre des éléments importants pour rapidement expliquer, pour contextualiser. Et au nombre de ces éléments, premièrement, il y a d'abord le contexte même de la décolonisation. Mais quand je dis décolonisation, je ne veux pas le prendre dans le mauvais sens, parce qu'il y a certains qui l'utilisent dans un sens où ils donnent l'impression que les Africains ou l'Africain est resté les bras croisés évidemment dans cette question de décolonisation. Moi je vais l'utiliser dans les deux sens, le sens double, à ce sens que et les Africains et ceux qui ont colonisé l'Afrique, ils ont tous participé évidemment à cette question de décolonisation. Et c'est pourquoi j'ai dit premièrement dans cette question de décolonisation, ce contexte, il y a d'abord la question de la Seconde Guerre mondiale qui vient en première position à mon avis, parce que la guerre ayant commencé en 1939, déjà à partir de 1940, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a eu vraiment une modification du rapport de force et une création de situations nouvelles. Et au nombre de ces situations nouvelles, je prends raisonnablement l'affaiblissement des puissances occidentales. Parmi celles-ci, la France, parce qu'à partir de cette période, la France étant une puissance colonisatrice, elle va être affaiblie et elle va même perdre sa souveraineté au point où elle ne pourrait plus évidemment s'occuper du territoire colonial. Donc, parallèlement à cet affaiblissement,
on va aussi noter l'émergence de deux nouvelles puissances, les Américains et l'Union soviétique. Mais ceux-là qui vont émerger, ils vont quand même militer pour qu'il y ait les droits humains. C'est-à-dire pour que ceux-là qui étaient sous domination coloniale puissent bénéficier d'un bien-être fondamental. Ça, c'est important. Et autre élément, il y a la création de l'Organisation des Nations Unies. Il ne faut pas l'occulter parce que c'est une tribune qui a quand même servi aux puissants, ou bien aux populations qui étaient sous domination coloniale de comprendre réellement ce qui se passe évidemment dans les colonies. Alors, la charte qui a été ratifiée précise que, ou bien milite pour les droits humains. Et ça, c'est un élément qui est réellement important. Et à partir de cette chose aussi, il faut voir de l'autre côté, il y a eu plusieurs luttes qui ont inspiré, ou bien qui vont inspirer les populations qui étaient encore sous domination coloniale. Et je prendrai pour exemple le bel exemple de la guerre, évidemment, ou bien de la victoire de Dien Bien Phu à partir du 7 mai 1954, qui est non seulement une défaite pour la France, mais aussi un échec politique, parce que cette victoire, évidemment, va effriter, ou bien commencer à effriter, évidemment, la question de l'Union française. Donc ça, c'est juste des éléments que je donne par rapport au contexte de la décolonisation. Maintenant, il y a aussi ce que moi je considère comme les jeux d'acteurs. Quand je dis jeux d'acteurs, tout à l'heure, je parlais de décolonisation et j'ai dit qu'il faut l'utiliser dans un sens double, où il faut mettre dans la balance la participation du colonisateur et du colonisé. Et dans ce jeu d'acteurs, on va assister à un scénario qui va nous amener d'abord le territoire du Niger. C'était d'abord un territoire militaire qui va successivement être transformé en colonie de 1922 jusqu'en 1946 et territoire d'outre-mer de 46 à 58. Et à partir de 58, c'est l'État qui va être proclamé république pour acquérir l'indépendance à partir de 1960. Alors, c'est pourquoi je parle de jeu d'acteurs. Et ces jeux d'acteurs, ça va concerner d'abord les différentes manigances, les différentes soubresauts que le processus va connaître. Et au nombre de ce soubresaut, je vais juste rapidement prendre l'Union française qui a été créée en 1946. Vous avez aussi la loi Gaston Defferre en 1956. Et finalement, nous avons l'idée de la communauté franco-africaine. Voilà ces trois éléments. Et quand vous prenez dans ces trois éléments, il y a le colonisateur qui met un peu du sien, et il y a le colonisé, ou bien ceux-là qui étaient devant les colonisés, qui prêtent le flanc. Et je prends juste l'exemple de l'Union française. Évidemment, quand ce cadre-là allait être créé, il y a eu un premier projet de constitution. Et dans ce premier projet, évidemment, on laissait entrevoir des libertés pour les colonisés. Mais comme les Africains avaient entendu, évidemment, des libertés, par exemple le collège unique, évidemment le droit à l'autodétermination, ils sont sortis pour plébisciter, évidemment, ce projet de constitution. Mais de l'autre côté, les États généraux vont être mobilisés pour faire échec à ce premier projet. Donc finalement, c'est le deuxième projet qui est vidé, évidemment, de toutes les promesses allant dans le sens de favoriser les colonisés. C'est ce deuxième projet qui va être finalement adopté le 27 octobre 1946. Ça va être la déception d'abord pour les colonisés. Et c'est la même chose pour la loi cadre et finalement la même chose pour l'idée de la communauté. Mais permettez-moi juste de parler un peu de cette question de la communauté parce que c'est la question de la communauté qui va déboucher évidemment à cette question d'indépendance. À partir de 1958, évidemment, de déception à déception et de proposition à proposition, évidemment, on va arriver à l'idée où on va proposer un projet de constitution. L'idée d'une communauté franco-africaine. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit évidemment, et pour la France et pour les États qui étaient sous domination coloniale, de former évidemment une communauté. Mais dans cette communauté, on dit que le président de la France, il est le président de la communauté. Il y a un Sénat qui est là, il y a une cour arbitraire qui est là, il y a beaucoup, arbitrale du moins qui est là, il y a beaucoup de choses. Mais malheureusement, dans cette idée de communauté, les Africains, ou bien les leaders africains, pensaient qu'il allait pouvoir trouver ce qu'il réclamait dès le départ, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination. Parce qu'il y a eu deux options
la première option qui a été proposée, c'est que les leaders africains voulaient rester dans l'État, dans la communauté, avec des États autonomes ou bien des États fédérés. Et la deuxième option, c'était vraiment l'indépendance immédiate. Et cette indépendance immédiate a été surtout développée au congrès de Cotonou, du 25 au 28 juillet 1958. Mais ce ne sont pas les leaders, les anciens, les leaders traditionnels qui ont milité pour cette indépendance immédiate. Ce sont les syndicats, la jeunesse, évidemment les travailleurs. Ce sont ceux-là qui se sont mobilisés pour réclamer quand même une indépendance immédiate. Voilà en un mot ou bien de façon... On le voit bien, docteur, dans ce rafraîchissement de mémoire, dans ce rappel de contexte, le rapport colonisé, colon, etc. On comprend bien il y a la mise en place de la République. Il y a eu la proclamation de l'indépendance. Mais là, la question que tous les Nigériens, de façon générale, pourraient se poser, quelle différence pouvons-nous faire entre le Niger d'avant l'indépendance et le Niger d'après les indépendances, aujourd'hui, 58 ans après? Alors, entre le Niger d'avant les indépendances et le Niger de maintenant, je peux dire qu'il y a eu du chemin qui a été parcouru. Oui. Et si je dois parler quand même de cette question de jeunesse, évidemment, la jeunesse, elle a toujours joué un rôle fondamental. Et évidemment, pour les questions de la colonisation, c'est-à-dire la jeunesse a joué un rôle fondamental, que ce soit au niveau de l'indépendance. Et aujourd'hui aussi, dans les questions de démocratisation, la jeunesse, elle est là. Mais ça, c'est mon point de vue. Je constate qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est réellement en crise. Elle est en crise, ça, on le voit. La crise, elle est généralisée parce que l'État, c'est l'État même qui est en crise. Des indépendances à nos jours, si on doit faire le bilan, évidemment, on constate que même s'il y a progrès, le progrès n'est pas visible, le progrès n'est pas sensible, et surtout à l'endroit de la jeunesse. Parce que la jeunesse, on dit, l'avenir du pays repose sur la jeunesse. Tout à fait. Et alors, le programme de tous les régimes, je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait des réalisations. Ils ont tenté des réalisations. Quand vous prenez la Première République, ils ont fait beaucoup de choses à l'endroit de la jeunesse. Quand vous prenez le régime d'exception, la Deuxième République, et jusqu'à maintenant, il y a eu des actions qui ont été menées à l'endroit de la jeunesse. Mais ces actions sont considérées comme des thérapies, évidemment, et aux difficultés de la jeunesse, ne suffisent pas. Parce que la jeunesse, aujourd'hui, manque d'encadrement. Ça, c'est mon point de vue. La jeunesse manque énormément d'encadrement parce que quand vous prenez au niveau de l'instruction, vous voyez, je dirais que la formation elle est absente dans le milieu urbain. Et aujourd'hui, quand vous voyez le rapport entre jeunes adultes et existant quand seulement l'adulte exploite évidemment la jeunesse. Prenons l'exemple des partis politiques. Quand vous voyez dans les partis politiques, la jeunesse elle est mobilisée uniquement en termes d'électorat. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on fait à l'endroit de cette jeunesse? Donc, bref, pour parler de cette question des indépendances à nos jours, je dirais que nettement les choses n'ont pas évolué. La période d'avant les indépendances, la jeunesse était suffisamment impliquée parce que la jeunesse était au devant pour revendiquer, pour réclamer, et la jeunesse était réellement dans sa place, était dans son rôle. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation de plus en plus, quand vous voyez, même si c'est des projets d'investissement qui sont destinés à la jeunesse, sur le terrain, on dit que c'est pour la jeunesse. Mais dans la pratique, évidemment, ceux qui exécutent n'ont rien à voir avec la jeunesse. D'accord. On va permettre aux jeunes aussi de parler. On parle, Anas, si je reviens à vous, on parle des jeunes. Le docteur est déjà rentré de plein pied dans le processus, ou bien le rôle que la jeunesse a joué dans ce processus d'aboutissement à la proclamation de l'indépendance de notre cher pays, le Niger. 58 ans après, Anas, vous jeunes, quelle appréciation faites-vous de cette indépendance? Merci. Je vais emboîter le pas à docteur pour remercier l'association des étudiants musulmans du Niger et la télévision Bonferré pour nous donner cette opportunité pour que nous puissions nous prononcer sur cette question de l'indépendance comme nous sommes aujourd'hui le 3 août. Au fait, on parle d'indépendance parce qu'on considère qu'à un moment donné de l'histoire avant 1960,
Les Nigériens ne décidaient pas de leur sort. Les Nigériens n'avaient pas le Niger dans leurs mains. Les Nigériens n'avaient pas les coups de franche de décider de comment relancer l'économie du Niger. Bref, le Niger était occupé par des puissances étrangères. Et qu'on considère qu'à partir de 1960, précisément le 3 août, qu'il y a un transfert de compétences ou de pouvoir. On remet le Niger aux Nigériens, on permet aux Nigériens de décider de la conduite à tenir par rapport à la relance économique du pays. Et du coup, on estime qu'en ce moment-là, les Nigériens sont libres de décider de comment il faut s'orienter. Mais la question qui se pose, est-ce que réellement il y a une indépendance au vu d'un certain nombre de réalités que le Niger vit à l'heure où nous parlons? J'ai ici griffonné quelques termes qui me tiennent à cœur, qui apparaissent dans le discours ou le message à la nation du président, le message du président Diori le 2 août, quand il utilisait certaines expressions pour dire que j'ai dit que cette fierté, c'est-à-dire que la fierté d'avoir cette indépendance est légitime, car elle plonge ses racines dans la dignité sacrée de la personne humaine, dans son besoin de liberté, dans son désir de paix et de fraternité. D'abord la question de la dignité. Est-ce que réellement nous sommes indépendants? Parce que si nous le sommes aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à être un pays qui totalement est envahi par des forces étrangères. Parce qu'on suppose qu'avant 1960, on était envahi par ces mêmes personnes. Aujourd'hui, leur présence, elle est effective sur toute l'étendue du territoire national. Ils contrôlent le Niger. Donc, du coup, de quelle dignité on parle? Parce qu'on considère qu'à cette époque, avant 1960, le Niger n'avait pas les moyens de sa politique. Même si aujourd'hui aussi on peut considérer que le Niger n'a pas les moyens de sa politique. Mais si nous sommes colonisés jusqu'en 1960, que nous avons acquis l'indépendance paisiblement, je considère qu'on doit se décarcasser pour oublier les souffrances vécues par les Nigériens et réfléchir, s'atteler au travail pour pouvoir développer ces pays. Faire en sorte que ces pays ne soient pas toujours encore dans les mains d'autres puissances. Aujourd'hui, malgré toutes les richesses que regorgent ces pays, le Niger et les Nigériens continuent à tendre la main aux Occidentaux. Combien de fois les autorités disent que ce qu'on nous donne comme aide, ça ne suffit pas. Alors nous continuons à dire que nous sommes indépendants et continuons à dire parallèlement que les autres doivent nous aider. Donc à ce niveau, j'ai une interrogation par rapport à la question de l'indépendance. L'idée de la liberté aujourd'hui. Nos dirigeants n'ont pas les coups de franche de décider de ce qu'on va faire de nos ressources. Aujourd'hui, notre économie, nous ne le contrôlons pas. Aujourd'hui, notre finance, notre monnaie, si on a une monnaie, on ne la contrôle pas. Tout est contrôlé par cette puissance, par l'extérieur. Donc, du coup, je me demande, comment est-ce que nous pouvons dire que nous sommes indépendants 58 ans après, que jusque-là, les Nigériens continuent à mendier. Jusque-là, les Nigériens pensent que, ou les dirigeants pensent que la sécurité de ces pays ne peut s'effectuer ou se réaliser qu'à travers les puissances étrangères. Comment est-ce que le militaire américain qui se trouve dans sa savane ou dans sa... peut pouvoir sécuriser les déserts nigériens alors que nous avons nos forces de défense et de sécurité? Comment est-ce que le militaire français qui quitte sa mère pour venir ici, qui ne connaît que les eaux françaises, ils viennent pour sécuriser les Nigériens dans le désert? Ça m'étonne. Au-delà de ça, la question alimentaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas indépendants. Parce que tout simplement, notre survie dépend de l'aide extérieure. Notre budget, en grande partie, est financé par l'extérieur.
Il suffit juste que ces puissances décident de nous dire tant que ce que nous voulons imposer comme loi ou comme dictat, vous ne vous soumettez pas, nous n'allons pas vous apporter notre financement et nos décideurs vont lâcher. Donc est-ce que concrètement nous sommes indépendants? Voilà pourquoi quand le docteur disait tout de suite la jeunesse est en crise, effectivement la jeunesse est en crise, mais il est allé pour parler de l'État qui est en crise. C'est tout le Niger, parce que cette jeunesse, toutes les jeunesses qui se soucient, qui se battent, ce sont ces jeunesses-là qui ont trouvé leur devancier, d'abord créer les conditions de développer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de comportements qu'il faille permettre à la jeunesse aussi d'adopter. Malheureusement, tout ça là, ça manque. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, j'ai une interrogation par rapport à l'indépendance de notre pays. Bien, ces éléments que vous venez d'évoquer, on a l'impression à vous écouter que on n'a pas cette indépendance véritable dont on chante aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les conditions de cette indépendance véritable dont vous rêvez sont réunies au Niger? Les conditions ne sont pas réunies, mais on doit réunir les conditions. La France, à un moment donné, quand la France était envahie, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a pris une partie de la France, qui a libéré les Français? Si même on estime que nous, les Noirs, on nous a utilisés à un moment donné pour aller les aider à se libérer, c'est parce que les Français d'eux-mêmes, quand même, se sont armés de courage pour estimer que personne ne pourra les libérer en dehors d'eux-mêmes. Ils se sont investis. Quand vous prenez la Grande-Bretagne avec Churchill, à la même période, qui pensait qu'il n'a rien à attendre aux Britanniques que de deals labeur, c'est-à-dire qu'il faut se sacrifier pour atteindre ce que l'on veut. Donc cette véritable indépendance, ce n'est pas de l'or qu'on nous sert sur un plateau. Ce n'est pas de la nourriture garnie qu'on nous prépare pour le déposer. Il faut qu'on accepte de consentir un sacrifice. Tous les Nigériens, qui qu'ils soient, et particulièrement la jeunesse. Voilà pourquoi il a parlé, peut-être que le débat va nous permettre d'arriver à ça, de la question de la formation qui manque aujourd'hui. Parce qu'on estime que, aujourd'hui, quand vous regardez le système éducatif nigérien, qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à cette question de baisse des niveaux? Qu'à la limite, si on ne fait pas attention, et ils sont devant nous, mais d'ici peu, si on ne fait pas attention, c'est que les Nigériens n'auront même pas des représentants de taille et de qualité pour pouvoir défendre le pays à l'international. Face à certaines personnes, face à certains bailleurs. Donc, pour vous dire que cette indépendance, personne ne peut nous la donner si ce n'est pas nous. Mais je suis d'accord qu'il faut être stratège. Ce n'est pas parce que nous voulons cette indépendance qu'on se réveille un bon matin avec toute la fougue pour dire qu'on veut que les Américains quittent, que les Français quittent, que tout le monde quitte. Non. Le Niger est un pays qui ne peut pas évoluer en vase clos. Il se doit de collaborer avec d'autres pays, mais d'égal à égal pour pouvoir tirer son épingle du jeu. C'est dans ce sens que nous puissions tendre vers l'indépendance définitive. Nous ne pouvons pas avoir une indépendance, comme on le dit, si nous avons le contrôle de notre monnaie nous échappe. Aujourd'hui, ça nous échappe. Nous ne pouvons pas avoir une indépendance si nous ne dépendons que de l'aide extérieure. Nous ne pouvons pas avoir une indépendance si, au vu de toutes les richesses dont la puissance divine nous a dotés, nous ne sommes pas capables de réfléchir pendant 58 ans comment est-ce qu'il faut les développer, alors que d'autres pays souhaitent avoir une seule ressource que le Niger a pour pouvoir se hisser au haut sommet. Aujourd'hui, nous, on a tout, mais malheureusement, on n'arrive pas à les exploiter. Nous ne pouvons pas avoir une indépendance tant que nous ne priorisons pas la formation. Parce qu'il faut avoir un savoir. À partir de ce savoir-là, maintenant, on sera capable. Et il faut se former, il faut s'informer. C'est des éléments qui peuvent te permettre demain de t'orienter, demain de penser aussi à la technologie. Donc la monnaie, le fait de ne pas dépendre de l'aide extérieure, la question encore du fait que cette jeunesse doit se mettre à l'idée qu'elle doit se former. Si ces éléments sont réunis, en ce moment-là, on aura la technologie nécessaire qu'il faut, qui peut nous permettre, qui a permis à ces États qui se croient puissants,
à ce que nous aussi, à partir du moment où on a développé tous ces éléments que je viens de citer, on va tendre vers l'indépendance de notre pays. Mais tant que ces éléments ne sont pas réunis, l'indépendance n'est pas pour aujourd'hui. On le comprend bien. Chers jeunes amis, chers téléspectateurs, vous êtes à votre émission, vous qui nous prenez en cours, Jeunesse Active. Aujourd'hui, la question du Niger et sa jeunesse, 58 ans d'indépendance après. Docteur, est-ce que vous souscrivez à cette idée? Lorsque nous avons fait l'annonce sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, on a pu comprendre que la jeunesse nigérienne dans son ensemble n'adhère pas à cette indépendance. On parle plutôt d'indépendance de forme, pas d'indépendance véritable pour le général Anas. Est-ce que vous souscrivez à cette indépendance de forme dont pensent les Nigériens aujourd'hui? Alors, je ne peux pas dire que je vais être d'accord à 100% avec ce qu'a dit Anassa. Parce que l'indépendance qui est fêtée aujourd'hui, c'est une réalité. Et il vient de le dire lui-même dans ce qu'il vient de dire. Ouais. On reconnaît tacitement que le Niger n'avait pas de bien-être, c'est-à-dire politiquement, économiquement, socialement, le Niger n'existait pas. Ouais. Donc à partir de 1958 déjà, c'est un État et c'est la République du Niger qui a été proclamée. Avant même, c'est-à-dire c'est la charrue avant le bœuf. On a proclamé la République et à partir de 1960, on dit que c'est l'indépendance du Niger. L'indépendance existe. Au contraire, moi je pense que le Niger, à partir de 1960, le Niger était devenu un État indépendant. Mais il faut voir les conditions dans lesquelles l'indépendance est arrivée. Et c'est ça que je commençais par vous effleurer. Et quand l'indépendance a été octroyée, ou bien acquise à partir de 1960, il faut voir, il y a eu l'accord de coopération qui a été signé le 24 avril 1961. Et si vous vous rappelez, évidemment, quand la Fédération du Mali a exigé son indépendance, il y avait l'article 78 et 86. Alors, ce sont ces deux articles qui permettaient évidemment aux États ou bien aux républiques qui étaient dans la communauté de prendre évidemment leur souveraineté, mais dans le cadre de la communauté. Mais on ne peut pas prendre une indépendance sans pour autant signer un accord avec la France. Et même quand le général de Gaulle a accepté, évidemment c'est parce que le général de Gaulle ne voulait pas que les différents pays proclament unilatéralement leur indépendance. Donc pour mieux garder les liens avec les États africains, ils ont préféré accorder évidemment ou bien aller dans le sens où les États vont proclamer leur indépendance. Maintenant, l'indépendance étant proclamée, la République du Niger, elle est souveraine. Elle a ses attributs, elle a sa constitution, elle a son peuple. Maintenant, c'est à nous de faire les choses pour que l'indépendance soit une réalité. Parce que quand on parle d'indépendance, les gens se voient seulement le côté économique. Ce n'est pas seulement ça. Si aujourd'hui moi je quitte le Niger, je quitte avec la nationalité nigérienne. Et cela prouve que le Niger est un État qui existe. C'est un État qui est indépendant. Aujourd'hui, si je parle au Bénin, je réponds au nom du Nigérien. Ça veut dire que tacitement, je reconnais que le Niger est un État indépendant. Maintenant, le côté économique, c'est une autre chose. Maintenant, si le Niger en tant qu'État qui regorge d'énormes ressources et qui ne sait pas comment exploiter ces ressources et qui laisse ces ressources être exploitées par une autre puissance, ça c'est la faute des Nigériens. Et dans ça, je pense que c'est ça le problème. C'est que les Nigériens, c'est pas seulement les Nigériens, c'est-à-dire c'est l'Afrique dans sa globalité, les choses n'ont pas été suivies. C'est-à-dire le combat qui a été engagé dans le processus évidemment de la décolonisation. Une fois que les indépendances sont arrivées, évidemment, les Africains ont préféré évidemment suivre la France qui les a colonisés. Et Dieu seul sait, dans les accords qui ont été signés, c'est quel type d'accord qui lie le Niger à la France. Justement, docteur, je ne vous coupe pas la parole. J'ai envie de vous demander, aujourd'hui nous sommes à la quête d'une indépendance véritable du Niger. Et si cette indépendance qui a été proclamée, à laquelle nous avons adhéré, si la jeunesse nigérienne aujourd'hui ne croit pas à cette indépendance, c'est qu'elle appelle d'ailleurs cette indépendance de forme. J'ai envie de vous demander, pour vous, c'est quoi un État indépendant? C'est quoi le Niger indépendant aujourd'hui? Bon, pour moi, le Niger indépendant, c'est évidemment une république qui joue de toutes les qualités d'une république. Évidemment, on fait des élections.
On est dans un État. On a vraiment un drapeau, on a les attributs, on a tout ça. Ça, c'est des choses qui, sur le plan formel, existent. Ouais. Maintenant, l'indépendance économique, c'est-à-dire que les Nigériens soient dans l'extrême pauvreté, qu'il n'y ait pas de formation, qu'il n'y ait pas évidemment un salut pour toute la nation nigérienne. Ça, c'est aux Nigériens de s'asseoir et de voir dans quelle mesure on va ramener ceux qui nous gouvernent à aller vers la répartition équitable de richesses et à savoir prendre des décisions. Parce qu'un pays ne peut promettre à sa jeunesse, d'abord, il faut le minimum vital pour une jeunesse. Et quand je dis minimum vital dont la jeunesse a besoin, ce sont évidemment ces droits qui sont contenus dans les chartes, les conventions ratifiées par tous les régimes. Le droit à la vie, le droit évidemment au bonheur, le droit à la protection. Et tout ça, l'État ne garantit pas. L'égalité des chances, par exemple. Aujourd'hui, un enfant pauvre qui, même s'il part à l'école, il n'a pas les mêmes chances que celui qui est né dans une famille aisée. Vous voyez comment les concours sont organisés, vous voyez comment évidemment la répartition des postes politiques s'est faite. Et alors, là, c'est pas vraiment... Il faut que les Nigériens arrêtent d'accuser la France. La France, c'est un État au même titre que le Niger. Mais la France cherche les intérêts pour son pays, pour ses citoyens. Pourquoi le Niger et les Nigériens ne font pas autant? Et aujourd'hui, on le voit très bien. On dit que le Niger est dernier. Mais paradoxalement, on dit que le Niger a beaucoup de ressources. Parallèlement, vous voyez ceux qui nous gouvernent. Ils ne sont pas pauvres. Et là, c'est quoi le problème? C'est ça. S'il y a ce rapport-là, toutes ces richesses-là sont là. C'est parce que moi, je considère que, d'abord, les Nigériens, ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Ils ne veulent pas. Que ce soit la jeunesse, que ce soit ceux qui ont été à l'école, que ce soit ceux qui sont au niveau du monde rural. C'est-à-dire, tout le monde a laissé tomber. Aujourd'hui, c'est la politique. Ceux qui sont devant, on les laisse faire. Il n'y a pas une sanction. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la légitimité politique que les citoyens détiennent, n'est pas utilisée au Niger. Vous voyez comment les gens se crient derrière les politiciens? Un parti politique qui vient avec un programme politique, s'il arrive au pouvoir, au bout de 5 ans, il faut pouvoir évaluer les promesses. Ce qui est contenu évidemment dans son programme. Il faut voir le niveau d'exécution de ce programme. Et c'est sur la base de cela qu'il faut sanctionner. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, je prends l'exemple des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont évidemment manipulés. Vous voyez, au Niger, ça c'est mon avis, je considère qu'il y a deux sociétés, deux types de sociétés. Ce que moi je considère comme le paradis et l'enfer. Vous voyez, on est dans l'association des jeunes musulmans. La société nigérienne. Oui. Cette catégorisation. Oui, je catégorise ça. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Et comme on le dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est au paradis ne va jamais souhaiter se retrouver en enfer. Alors celui qui est en enfer, on dit, il se bat tous les jours pour être au paradis. Alors au Niger, c'est le même schéma. Et c'est pourquoi vous voyez, quand vous voyez un jeune, il se bat, il vient, il fait des débats, il fait tout. Si on le tire, on le met au paradis, il se tait. Et c'est fini. Donc c'est la même situation. Et moi je me dis qu'il faut qu'aujourd'hui au Niger, qu'on arrive à créer une classe transitoire. C'est-à-dire ceux qui sont en haut, qu'ils reviennent en bas, et qu'il y ait une classe transitoire. C'est-à-dire ça va démystifier les uns et les autres. Aujourd'hui, chaque matin, les gens se battent. C'est pour être seulement au pouvoir. Que ce soit les partis politiques, les ONG, les associations. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour cet État. Il n'y en a pas. Les gens créent les associations, ils créent les ONG, ils créent même la société civile. On crée les choses juste pour être dedans. Juste pour qu'on dise que c'est un tel. Et l'État dans tout ça. Oui, on le comprend bien. On va permettre aux jeunes aussi de réagir. Anas, vous êtes leader de jeunesse, vous avez dirigé les jeunes pendant un moment. Il y a deux éléments essentiels dans l'intervention du docteur qui ont retenu mon attention. Jeunesse en crise, la jeunesse n'assume pas sa responsabilité vis-à-vis de la nation nigérienne. Alors, aujourd'hui, 58 ans d'indépendance, quelle vision, quelle responsabilité de la jeunesse nigérienne face au développement du pays? D'accord, merci. Avant de venir à ça, j'allais dire, c'est vrai, la jeunesse est manipulée, mais pas dans son ensemble. Une partie de la jeunesse est manipulée, mais ce n'est pas toute la jeunesse qui est manipulée. Ce que j'aimerais aussi dire avant de venir à votre question, effectivement, au fait, l'indépendance formelle, en 1963-1960, le Niger a eu son indépendance formelle.
un État qui existe avec sa monnaie, avec son armée, avec tout ce qui s'ensuit, qui justifie qu'on ait un État indépendant. Et moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut continuer toujours à accuser l'Occident. Je pense que c'est moi. C'est dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est que nous avons l'indépendance du Niger est proclamée le 3 août 1960. Okay? Ce qu'on pense nous manipuler à un moment donné, exploiter nos ressources, on dit tenez, assumez-vous. Donc le débat est là. Est-ce que de 1960 à 2018, est-ce que concrètement, maintenant c'est cette indépendance que les Nigériens eux-mêmes doivent développer pour que le Niger soit véritablement indépendant? C'est dans ce sens, je crois, moi j'ai fait mon analyse. Ce n'est pas pour accuser X ou Y. Sinon aujourd'hui, quand par exemple un Macron vient pour dire que nous ne sommes pas civilisés, ou un Sarkozy dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, quand ils le disent, c'est parce qu'on leur a donné du moins l'occasion de nous parler ainsi. Quand Trump dit que l'Afrique, les pays d'émergent, c'est parce qu'on lui a donné l'occasion de le dire. Donc, pour moi, aujourd'hui, effectivement, cette indépendance, il faut l'analyser, c'est-à-dire qu'on oublie cette histoire que le blanc nous a colonisé à un moment donné, parce qu'on ne peut pas continuer à rester toujours dans ces carcans de dire que parce que nous avons été colonisés, c'est les colons qui ont fait en sorte que nous sommes en retard, donc on ne va plus s'intéresser à développer notre pays. Non. Pour moi, il faut couper le cordon à partir du moment où on pense qu'on a eu notre indépendance. Réfléchissons-en entre nous les Nigériens. Comme le docteur vient de le dire, c'est que nous n'avons pas cette capacité aujourd'hui. D'abord de décider du sort, d'abord de qui il faut amener devant nous, et encore qu'on soit capable encore de sanctionner cette personne quand elle n'arrive pas à accomplir la mission à lui assigner. Voilà moi mon souci que j'ai. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la France peut mobiliser tout son armada pour venir sur les territoires nigériens, si tant est que le peuple français va prospérer. Ils n'ont rien à foutre avec les Nigériens et les ressources du Niger. Ils vont brader nos ressources sans leur dire absolument rien si les Nigériens ne prennent pas conscience. C'est la prise de conscience des Nigériens, des jeunes Nigériens qui nous intéressent. Au fait, si les jeunes Nigériens disent qu'ils ne sont pas d'accord avec cette indépendance, il y a point d'interrogation. Pas l'indépendance qui nous a été donnée comme état un état formel. Non, maintenant c'est cette indépendance que vous dites que vous êtes indépendant. Vous continuez toujours à tendre la main. Vous dites que vous êtes indépendant. L'exploitation de vos ressources ne dépend pas de la volonté expresse des Nigériens. Le Niger dit qu'il est indépendant. Mais ça n'empêche pas que sur notre propre territoire, même dans notre capitale, il y a des localités où même le chef d'État n'a pas accès à certains endroits. On dit que nous sommes indépendants. Dans ce contexte d'insécurité, vous allez voir qu'il y a des actions qui sont menées qui peuvent tenter à la sécurité de ces pays, mais nos forces de défense et de sécurité n'ont pas accès. Parce que les forces américaines sont là, les forces françaises sont là, personne ne les contrôle. Elles font ce qu'elles veulent et elles sont à la limite même escortées par nos forces de défense. L'escorte est fait par nos forces de défense et de sécurité des fois qu'ils partent dans le cadre de leur formation. Donc c'est ce que j'ai dit. Au fait, est-ce que nous pouvons continuer à croire? Bien. Si nous sommes pratiquement au thème du temps, malheureusement, si nous ne pouvons pas continuer à croire, il a parlé des responsabilités de la jeunesse. Est-ce que vous croyez à cette alternative, à ce changement, à cette prise de conscience, à cette vision de la jeunesse nigérienne qui doit prendre son destin en main au regard de sa responsabilité dans le développement du pays? Je crois fermement à ça. Parce que les pays qui se sont développés, il a fallu que la jeunesse de ces pays-là s'est battue. Est-ce que nous allons continuer encore à croiser le bras pour dire que nous sommes... L'élément qu'il a développé, qui est extrêmement pertinent, c'est que la jeunesse nigérienne aujourd'hui est considérée comme bétail électoral. C'est-à-dire qu'on ne fait appel à nous que quand il y a élection. Quand on aura fini les élections, il faut 5 années ou 4 années après pour commencer encore à courtiser cette jeunesse. Voilà pourquoi j'aimerais que cette jeunesse, au fait, qu'elle comprenne que le développement de ces pays ou l'indépendance de ces pays
va de pair avec les sacrifices qu'elle aura à consentir sur tout le plan. Accepter la souffrance, accepter de se faire former, de s'informer avant de s'intéresser à quoi que ce soit. Si on arrive à réunir ces éléments, la jeunesse prendra conscience, même celles qui sont dans des partis politiques ou dans des organisations de la société civile aujourd'hui, qui d'une manière ou d'une autre, d'autres sont manipulés, d'autres ne le sont pas, mais qu'elles n'accepteront, que ceux-là n'accepteront pas quand même d'être manipulés étant de ces partis politiques. Que ceux-là n'accepteront pas d'être manipulés par ces leaders politiques à d'autres fins. Qu'ils soient capables, étant dans ces partis politiques, de dire non quand ça ne va pas. Qu'ils soient capables, étant dans les partis politiques, d'orienter ces leaders politiques. Malheureusement, aujourd'hui, quand vous prenez le cas de la plupart des jeunes, surtout pour ceux qui sont dans des, au niveau dans les régimes qui sont au pouvoir, le plus souvent, il suffit juste que vous commencez à faire du bruit et voilà ce qui a déchiré l'ensemble des Nigériens. Beaucoup de jeunes font leur bruit à un moment donné de l'histoire, peut-être parce qu'ils sont en train de souffrir. Il suffit juste qu'on leur tende des liasses ou qu'on leur miroite un paradis terrestre. Ils vont oublier ce qu'ils ont dit hier. Et ça, la jeunesse doit en découvrir avec ce genre de comportement, avec ce genre de pratiques. Il faut qu'elle accepte de dire que ceux qui sont ici au haut sommet aujourd'hui, qui sont dans le luxe, c'est que tu ne peux pas naître avec un luxe. Si tu nais dans le luxe, peut-être tes parents ont ce luxe, tu peux peut-être grandir là-dedans, et même dans ces conditions, tu seras obligé de se battre à plus forte raison que quand tes parents ne sont pas dans le luxe, tu te dois de te battre et accepter le sacrifice, accepter la souffrance pour pouvoir atteindre à cette mission. On comprend, sacrifice, souffrance. Je vais prendre votre mot de la fin, nous sommes pratiquement au terme du temps imparti. S'il y a un message, je vous demande de la jeunesse nigérienne qui vous suit aujourd'hui, si vous avez un message à leur adresser, que leur direz-vous à cette jeunesse? Si j'ai un message à adresser à cette jeunesse, c'est de dire que la fatalité n'est pas une fin en soi. Aucun pays ne s'est développé au monde sans se baser sur sa jeunesse. Et c'est sur une jeunesse consciente, une jeunesse soucieuse sur laquelle doit se baser le pays. Du coup, cette jeunesse doit, où qu'elle se trouve, parce que tous les jeunes Nigériens ne peuvent pas se retrouver dans une même équipe pour dire qu'ils vont aller ensemble. Ils sont obligés de s'éparpiller dans les différentes structures pourvu qu'ils aient cette prise de conscience. Ils doivent se mettre à l'idée que, en réalité, tu ne peux réussir qu'à travers une souffrance. Il faut se former, il faut s'informer, il faut éviter la richesse du gain facile. Et enfin, quand on a réuni la question de la formation, on a cette formation, qu'on sait ce qu'on veut, et il faut encore faire un état de lieu de la des ressources. Qu'est-ce qui fait que malgré toutes ces ressources-là, ce pays-là n'est pas développé. Donc, cherchons à former les ressources humaines nécessaires, capables de relancer l'économie de ces pays-là. La jeunesse doit tendre vers ça plutôt que de vouloir chercher à grimper un bon matin pour pouvoir réussir. C'est seulement dans ce sens qu'on peut relancer. Merci beaucoup. On a compris le message. Docteur, votre mot de la fin. Adressez-vous à la jeunesse nigérienne. Quel message, quel conseil avez-vous à leur prodiguer? Alors, permettez-moi, avant d'adresser le mot de fin à la jeunesse, j'aimerais juste évoquer un élément qui me paraît un peu important. Très rapidement. Très rapidement. Donc, et tout à l'heure, le SG disait, et par rapport à tout ce qu'on a eu à débattre, la question de cette jeunesse, la manipulation dont il est question ici, c'est que la jeunesse, elle n'est pas suffisamment éduquée. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est un mot à l'endroit de l'État, c'est-à-dire les questions de l'éducation citoyenne. De plus en plus, aujourd'hui, le Niger, on n'éduque pas la jeunesse à connaître ce pays. Et un adage dit qu'on n'aime que ce qu'on connaît. On aime une chose que quand on la connaît. Mais aujourd'hui, dans toute l'éducation qu'on propose, l'histoire du Niger, elle est méprisée. La géographie du Niger, elle est méprisée. Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'étais dans un jury de soutenance, un niveau master.
quelqu'un qui allait soutenir un master et qui a écrit à 3 reprises dans son mémoire que la superficie du Niger fait 4000 km². 4000 km². Pour un niveau master. Donc l'éducation, on n'apprend pas aux Nigériens, à la jeunesse nigérienne, à comprendre l'histoire de ce pays. C'est tout naturel que les gens ne vont pas s'intéresser au développement de ce pays. Donc moi je pense que d'abord à l'endroit de l'État, il faut que l'État revienne pour inclure évidemment la question de l'enseignement de l'histoire et de la géographie à tous les niveaux. Même le niveau professionnel, il faut qu'on apprenne quand même les valeurs nigériennes. C'est ça, le patriotisme. Le patriotisme, le civisme. Ça c'est inévitable. Maintenant, pour dire à la jeunesse, j'aimerais dire seulement à la jeunesse, il faut qu'elle soit consciente de ses devoirs. C'est ça mon mot de fin. Il faut que la jeunesse soit consciente de ses devoirs. Parce qu'on le voit, la jeunesse ne réclame que de droits. Mais quand on a de droits aussi, on a de devoirs. Il faut que la jeunesse soit consciente, évidemment, de ses devoirs. De son devoir. Bien, la jeunesse. Merci docteur, merci Djibril Anas. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, chers téléspectateurs, merci également d'avoir été des nôtres, de nous avoir suivis. On a compris le message. La jeunesse doit être consciente de son devoir. La jeunesse doit se former. La jeunesse doit s'informer. Elle doit éviter le gain facile. Ce sont là les mots de nos invités à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, vous le savez bien, je l'ai dit, 3 août, c'est la célébration de l'anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République du Niger. Merci grand merci encore une fois de plus à nos invités. Au nom de l'Association des étudiants musulmans du Niger, nous vous adressons nos sincères merci d'avoir accepté notre invitation au-delà de vos préoccupations. À toute l'équipe de réalisation de cette émission, au groupe de presse Bonferré, merci aussi. On se donne, Inch'Allah, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de la radio et télévision Bonferré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ooh.